l'enjeu du commerce équitable labellisé, on va dire, Max Havelaar, EcoCert et autres, c'est de faire en sorte que là-bas, au sud, dans les pays qu'on qualifiait du tiers-monde autrefois, les gens bénéficient d'un prix minimum garanti à leurs produits, c'est-à-dire que quand les prix s'effondrent sur le marché international, eh bien, ils aient l'assurance que leur produit sera acheté au moins à un prix minimum garanti qui couvrira au mieux les coûts de production sur place, c'est-à-dire qui permettra le maintien en vie de la famille et de l'unité de production, de la ferme par exemple quand il s'agit d'un produit agricole. Donc ça c'est l'enjeu. Et ensuite, une prime de développement qui est donnée à leur association de producteurs, à leur coopérative, quitte à ce qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent en fait de cette prime. Ça peut être, donc je dis prime de développement, mais ça peut être une prime sociale pour la retraite ou pour un malade parmi eux, mais très fréquemment cette prime elle est réinvestie dans des projets productifs. Et comme les producteurs là-bas souhaitent toujours avoir accès à ce commerce équitable, ils sont conscients qu'un consommateur en France ne consommera pas équitable pendant longtemps si le produit n'est pas très bon. Donc en fait, on voit que les gens, pour rester dans ce circuit du commerce équitable, investissent dans l'amélioration de la qualité. Alors ça va souvent de pair avec un produit bio, c'est-à-dire que derrière la mention équitable, pour 70% des produits aujourd'hui, on a des produits biologiques, et y compris on voit évoluer vers, quand c'est des produits alimentaires par exemple, des produits gourmets de haute qualité. Donc le vrai enjeu, c'est là-bas dans les pays du Sud, des gens qui bénéficient d'un prix minimum garanti, d'une prime de développement, qu'ils puissent, ces gens, développer leur propre agriculture par eux-mêmes. C'est un objectif de développement. Alors, la plateforme pour le commerce équitable a commandé déjà plusieurs fois des études d'impact sur qu'est-ce qui se passe au niveau du territoire. Alors, les études convergent pour dire plusieurs choses. D'abord, que ça ne bénéficie pas que à ceux qui ont accès à ce commerce équitable et peuvent vendre ce produit avec la prime du développement et le prix minimum garanti, mais c'est que ça a des effets induits, y compris à l'échelle du village, à l'échelle du territoire. C'est-à-dire que ces gens eux-mêmes consomment un peu différemment, achètent à leurs voisins et autres. Donc il y a un peu une relance de l'économie. Et c'est une très belle démonstration, le commerce équitable, du fait que si les producteurs sur le marché international pouvaient bénéficier d'un prix plus stable, c'est-à-dire éviter que les prix s'effondrent, et plus rémunérateur, beaucoup de choses pourraient changer dans les pays du Sud, et qu'il est parfaitement possible, même dans des conditions climatiques parfois très difficiles, il est parfaitement possible pour les paysanneries là-bas de développer leur agriculture, d'améliorer leurs revenus, d'améliorer leurs conditions de vie. Et ça nous permet y compris de plaider alors, parce que c'est une autre activité de la plateforme pour le commerce équitable, de plaider pour que le commerce mondial alors devienne plus équitable et que les peuples du Sud aient le droit de se protéger d'abord des excédents de nos pays où on brade un peu nos excédents à vil prix, et on ruine les basses-cours, on ruine les éleveurs laitiers, on ruine les petits producteurs de céréales là-bas avec l'exportation à bas prix de nos excédents, et que ces peuples auraient le droit de se protéger par des droits de douane, faire en sorte que leur paysannerie bénéficie d'un prix rémunérateur, et que ça pourrait changer beaucoup de choses dans les pays les plus pauvres aujourd'hui. Deux objectifs, il nous faut d'abord développer évidemment aujourd'hui le commerce équitable tel qu'il est labellisé et autres, et c'est d'ailleurs un peu le rôle de la quinzaine de sensibiliser le public au fait qu'il y a là, en achetant un produit équitable, il y a une possibilité de faire en sorte que des paysans, que des artisans dans les pays du Sud prennent par eux-mêmes leur affaire en main, changent leurs conditions de vie, développent leur territoire. Il y a des conditions environnementales aussi à l'accès au commerce équitable, c'est-à-dire que ça va souvent dans le sens d'un produit bio, d'un produit, une agriculture plus durable. Et ça, montrer que faire ça, c'est déjà, c'est pas seulement de l'aide, puisque, enfin c'est une forme d'aide par certains côtés, mais qui n'est pas de l'assistanat, puisque là-bas, c'est eux qui décident un peu librement de ce qu'ils vont faire, au fond,
ce prix minimum garanti, de cette prime de développement. C'est eux qui décident un peu comment ils vont aménager leur territoire pour faire un bon produit, un produit bio. Et donc, oui, il nous faut continuer de vendre davantage de produits labellisés équitables, ça c'est clair. Et y compris les producteurs peuvent avoir certaines garanties. Je vous dis 70% quand même de ces produits sont des produits bio. Donc, j'allais dire, pour les produits alimentaires, c'est pas mauvais pour la santé. Donc il y a une convergence un peu entre l'intérêt du consommateur ici, qui peut avoir une certaine assurance sur la qualité du produit, et l'intérêt que ça procure aux paysans et aux artisans là-bas, qui vont désormais bénéficier d'un revenu plus stable et un peu supérieur, avec la possibilité non seulement de survivre, mais même d'investir, de progresser. Et l'autre chose, c'est maintenant de plaider pour que le commerce mondial devienne plus équitable, et avoir fait la démonstration 1000 fois dans différents lieux qu'avec des prix plus rémunérateurs, tout peut changer par certains côtés, eh bien c'est une façon de plaider pour que nous cessons ce désastre de ce que certains appellent le libre-échange, de mettre en concurrence des producteurs ou des productrices qui travaillent à la main, vous savez, la petite paysanne qui repique le riz à la main dans sa rizière, de la mettre en concurrence avec du riz de Camargue ou du riz de l'Arkansas, ou des céréales même produites à grande échelle avec notre agriculture industrielle, que c'est totalement injuste de mettre en compétition des gens qui travaillent à la main avec des gens qui sont équipés de machines extrêmement performantes, et qu'il nous faudrait, dans les négociations internationales, plutôt que de jouer la carte de la libre, entre guillemets, échange qui n'est qu'un échange dans des conditions de productivité extrêmement inégales, au contraire, d'autoriser les peuples du Sud à mettre des droits de douane à nos excédents, de développer par eux-mêmes leur agriculture, faire en sorte que les paysanneries là-bas puissent nourrir leur peuple par eux-mêmes sans avoir à dépendre de nos excédents, et ce qui voudrait dire que nous, de notre côté, plutôt que de vouloir à tout prix exporter des poulets bas de gamme, de la poudre de lait, du sucre tout venant, des blés à peine panifiables, enfin tous les excédents qu'on a du mal à exporter et qu'on brade à vil prix, eh bien chez nous, on serait autorisé à produire peut-être un peu moins de tout ça, et par contre produire bien mieux, bio, et que, y compris, ça remet en cause un peu notre agriculture dans nos pays du Nord, à savoir que cette agriculture industrielle, cette agriculture à grande échelle, elle nous produit un lait peut-être qui n'est pas cher, mais en fait qui nous coûte très cher, parce qu'il faut retirer les algues vertes du littoral, il faut payer les impôts pour que l'eau devienne potable, et puis quand c'est des légumes produits avec des pesticides, c'est les maladies neurodégénératives qui arrivent plus précocement. Bref, que cette agriculture industrielle, en fait, nous fait des produits pas chers, mais qui nous coûtent très cher et qui font le plus grand dégât quand nous les exportons vers les pays du Sud, puisque nous ruinons les basses-cours, nous ruinons les éleveurs laitiers là-bas. Eh bien, on a bien mieux à faire chez nous, et il y a l'urgence de passer à une agriculture plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse de la qualité de nos aliments. Là, ça va souvent dans le sens d'un label bio. La contradiction dans laquelle nous sommes un peu dans le commerce équitable, c'est que nous attirons l'opinion publique française et européenne sur le café, sur le cacao, sur la banane, sur la vanille, alors qu'au fond, là-bas, dans les pays du Sud, le plus important, plus important encore que le prix du café et du cacao, c'est le prix du manioc, c'est le prix du sorgho, c'est le prix du mil, c'est le prix de l'igname, c'est les prix alimentaires là-bas qui doivent être rémunérateurs pour que là-bas les agriculteurs soient incités à faire davantage de culture vivrière pour nourrir par elles-mêmes ces paysanneries, nourrir leur peuple sans que ces peuples dépendent de nos excédents. Là, il y a une petite contradiction. Les organismes du commerce équitable, les organismes qui adhèrent à la plateforme, sont très vigilants sur le fait que quand on certifie un café, un cacao équitable, cette certification n'aille pas à l'encontre de la production vivrière. Parce que, évidemment, l'objectif n'étant pas qu'ils produisent davantage de cacao, mais que les peuples là-bas soient bien nourris. Il nous faut être très vigilants parce que ça peut être complémentaire comme ça peut être concurrent. Quand on développe une culture d'arachide, par exemple, au Sénégal, le temps passé à désherber de l'arachide, c'est quand même autant de moins de temps qu'on pourra consacrer au mil et au sorgho. Là, il y a une véritable concurrence possible, il nous faut être très vigilants.
remarquez, vous trouverez assez peu d'arachides certifiés équitables. Le coton, si vous prenez Burkina Faso, Mali, ces régions-là, là par contre, le temps consacré à la culture de coton, le calendrier des travaux, est parfaitement échelonné avec les cultures vivrières. Et y compris le coton en tête de rotation au Mali et au Burkina Faso, c'est la culture qui va bénéficier de la fumure organique, donc des boues animales et même parfois du fumier en question. Et c'est un excellent précédent cultural pour le maïs, le sorgho, le mil et l'arachide qui vont suivre les 4 années suivantes. Donc il nous faut être vigilant dans chaque situation, dans chaque agro-écosystème, pour savoir si ces cultures de rente, comme on dit, sont ou non concurrentes, que ce soit pour le terrain ou que ce soit pour le temps de travail consacré. Est-ce que c'est concurrent ou au contraire, est-ce que c'est complémentaire avec les cultures vivrières? Tout dépend de là où on est. Et justement, c'est un peu notre rôle à nous de faire en sorte que ce qui est certifié ici équitable n'aille pas à l'encontre de la sécurité alimentaire des gens là-bas. Je dirais que les politiques, avec un P majuscule, donc il n'y a rien de péjoratif, mais les grands décideurs politiques sont d'autant plus à l'écoute que l'opinion publique leur rappelle leurs devoirs. Et donc, dans le plaidoyer de la plateforme pour le commerce équitable, on joue évidemment à plusieurs niveaux. On interroge directement les politiques et on essaye d'argumenter pour que dans les négociations internationales en particulier, il soit donné plus de chances et même plus d'opportunités pour les peuples du Sud et qu'on leur fasse moins de tort à brader nos excédents. Mais la capacité d'écoute est d'autant plus forte que l'opinion publique pressionne dans ce sens-là. Et donc il nous faut aussi jouer le rôle d'éducation populaire, ce que font beaucoup d'associations, la quinzaine du commerce équitable étant un des grands moments où on s'adresse au grand public pour justement rappeler les conditions de commerce entre le Nord et le Sud, entre des gens qui travaillent à la main en concurrence avec des gens qui sont hautement équipés en motorisés, mécanisés et autres, et que, y compris les mouvements migratoires aujourd'hui, alors que c'est des gens qui quittent la campagne, rejoignent les bidonvilles, l'exode rural, et ils ne trouvent pas d'emploi dans les bidonvilles, ils se retrouvent sans revenus, et puis certains ensuite vont tenter la traversée du désert libyen et de la Méditerranée dans les conditions que nous connaissons, et on voit bien qu'en Asie du Sud-Est, on voit aussi des gens du Bangladesh qui essayent d'arriver, vaguement trouver des emplois clandestins en Malaisie ou en Indonésie, que ce mouvement est mondial, que ces désordres mondiaux, dont la presse se fait de temps en temps, trop fréquemment, mais l'écho, ont des causes, et que les causes, c'est la ruine des paysanneries concurrencées avec nos excédents. Et il est clair que c'est avec cette prise de conscience-là du grand public, c'est comme ça qu'on peut effectivement commencer à être davantage écouté. Il m'arrive, pour ma part, de rencontrer des ministres des agricultures, du développement durable, de l'écologie et autres, ou commerce extérieur. Vous savez, aujourd'hui, les négociations, y compris les traités transatlantiques, accords de partenariat économique avec l'Afrique et autres, l'écoute des politiques, d'une façon générale, est d'autant plus forte que le public pressionne. Et si nous nous démobilisons, eh bien, on retombe dans... Parce que d'autres forces sont au travail pour convaincre ces mêmes ministres qu'il faut défendre les grandes multinationales, le transgénique, les OGM, que seule l'agriculture industrielle pourra nourrir le monde, que sachez qu'il y a des argumentations qui vont complètement à l'encontre de ce commerce équitable, de dire non, c'est au plus compétitif de l'emporter et c'est au moins compétitif de disparaître. Dans notre rôle un peu d'éducation populaire, puisque c'est un peu l'un des rôles de la plateforme pour le commerce équitable, on insiste beaucoup sur la prise de conscience du grand public sur le besoin d'avoir un commerce plus équitable, y compris pour faire pression sur les politiques. Et quand on s'adresse au grand public, il y a plusieurs arguments. L'un des arguments qui peut apparaître dans un premier temps un peu égoïste, mais on commence un peu comme ça, à savoir l'alimentation saine déjà dans votre assiette. Savoir que peut-être une agriculture un peu plus respectueuse de l'environnement, un peu plus respectueuse de la qualité sanitaire des aliments, y compris chez nous, une agriculture donc un peu moins industrielle et autres,
une alimentation saine, le passage à une consommation plus biologique, ça fait partie des choses très importantes. Et la relation qu'il peut y avoir entre le fait que produire mieux chez nous, peut-être avec des rendements un peu moindres, et surtout des processus moins industriels, avec moins de produits en cycle, vous savez, les pesticides, les insecticides, les fongicides, les acaricides, les nématicides, et autant de produits qui tuent, mais qui ne tuent pas que les insectes et autres, c'est déjà une première prise de conscience. Et on observe par exemple qu'au cours des 5 dernières années, là en France, malgré la stagnation du pouvoir d'achat, la consommation de produits bio a quasiment doublé, même fait un peu plus que doubler. Et ça veut donc bien dire que dans les choix des consommateurs, il n'y a pas que le pouvoir d'achat, mais il peut y avoir une prise de conscience. Alors cette prise de conscience peut porter dans un premier temps sur effectivement le biologique, l'alimentation saine pour soi. Mais on découvre que au cours des 3 dernières années, la consommation de produits labellisés équitables, elle aussi s'est accrue de 29%. On découvre par exemple que quand il y a du cheval dans des lasagnes de bœuf, la consommation de produits bio s'accroît dans les mois qui suivent, et les produits équitables aussi. Ça veut dire que dans le grand public, à la fois la qualité du produit, mais aussi, je pense, l'idée d'un produit certifié, c'est-à-dire que les produits du commerce équitable, la mention équitable, elle est quand même certifiée par des organismes indépendants, et au fond le public est très soucieux de cette certification, avec l'espoir, je pense fort justifié, que des fraudes du type cheval dans les lasagnes de bœuf, sur des produits ordinaires, les circuits longs, les codes barres, on nous a toujours dit que c'était certifié, que quand on achète de la viande à un endroit, on peut tout de suite redécouvrir quel était l'éleveur, oui, sauf qu'entre-temps, le bœuf est devenu du cheval, quoi. Et puis qu'en plus, dans cette viande de cheval, il y avait des anti-inflammatoires, et ça durait déjà depuis 3 ans, parce que c'était des chevaux de course britanniques, ou des chevaux de trait roumains. Alors ça, je pense que le public, sur sa consommation, et ne serait-ce que par lui-même, son propre souci, est capable de comprendre un grand nombre de choses, et on peut aider, enfin, je veux dire, à ce qu'il y ait des prises de conscience. Et ça permet éventuellement aussi de dire, mais oui, à moins produire chez nous, on ne fait pas plus de tort aux pays du Sud, au contraire, à vouloir ne pas brader nos produits là-bas, nous permettons au peuple là-bas de survivre. Et ça aussi, ça se décide. Alors, la quinzaine du commerce équitable est un des grands moments où on évoque sur les conditions du commerce mondial. Et là, pareil, entre la compréhension qu'on peut avoir, la France pourrait, l'Europe, pourrait ne pas avoir intérêt à signer des accords de libre-échange avec le Canada ou avec les États-Unis parce que ça mettrait en péril nos protections à l'égard de l'importation de viande ou de lait aux hormones, par exemple, qui peut être mis en cause. Ça remettrait en cause nos appellations d'origine contrôlée, le fromage comté, le camembert de Normandie, évidemment le champagne, les vins, les spiritueux. Les États-Unis aimeraient bien en faire des marques, ils pourraient acheter la marque, changer le cahier des charges, on trouverait du champagne et du comté produits aux États-Unis. Alors là, le peuple français et les peuples européens sont parfaitement conscients qu'il faut être extrêmement vigilant. Mais précisément, si nous sommes conscients qu'il pourrait y avoir des concurrences extrêmement inégales, il ne faut pas imposer aux Africains des accords de partenariat économique qui seraient, nous, l'Europe, on va, eux, du coup, les détruire en leur imposant d'acheter nos produits à bas prix, en disant que c'est le libre-échange, que tout le reste, c'est des distorsions de concurrence, que ces discours à l'emporte-pièce, c'est à nous de nous retenir et de ne pas le leur imposer. Et c'est aussi un peu au grand public, à nous de comprendre que plus on dit au peuple africain, au peuple du Sud, ouvrez vos frontières à nos excédents de produits agricoles, que les paysanneries ruinées là-bas n'auront pas d'autres ressources que de rejoindre les bidonvilles et de tenter de traverser le désert libyen et la Méditerranée et de rejoindre éventuellement l'Europe, et que le discours qui se prétend libéral et qui dit ouvrez vos produits, ouvrez vos marchés à nos excédents de produits agricoles, nous devrions, conformément à la théorie néoclassique à ce moment-là, autoriser les peuples de là-bas à venir librement, sans barrière aux frontières, venir chez nous, trouver un emploi. On ne peut pas tenir un discours libéral dans un sens et une interdiction dans l'autre. Donc oui, je pense que le grand public est à même aujourd'hui de comprendre qu'il est de l'intérêt de tous les peuples,
de tous les peuples du monde de produire localement leur agriculture, assurer leur sécurité alimentaire, la sécurité de leurs approvisionnements par davantage de souveraineté alimentaire, et que les produits de première nécessité doivent être produits sur place. Et qu'il en est ainsi de tous les pays, que les Maliens puissent produire le mil, le sorgho, le riz, leur nourriture, que nous puissions, non pas produire des excédents de poudre de lait, de poulet bas de gamme, de sucre et autres, mais retrouver notre autosuffisance en protéines végétales pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale, être moins dépendant de l'importation de soja et de tourteaux de soja transgéniques de surcroît en provenance des États-Unis, du Brésil et d'Argentine. Et d'ailleurs, c'est pas faire du tort aux Brésiliens que de dire on ne veut plus acheter de votre soja et on va mettre des droits de douane à l'entrée de votre soja, parce que les Brésiliens me disent très régulièrement qu'ils ne sont pas très fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons, pour nourrir nos volailles, du tourteau de soja pour nourrir nos ruminants, alors que là-bas, des Brésiliens ont faim. Donc, il y a urgence dans tous les pays, Brésil compris, de pratiquer une agriculture dans laquelle il y a des rotations, des assolements extrêmement diversifiés, une alimentation aussi extrêmement diversifiée et une moindre dépendance à l'égard des importations de l'étranger. C'est finalement de l'intérêt de tous les peuples du monde de gérer en circuit court ce qu'on appelle nous le cycle du carbone, fabriquer des calories alimentaires, c'est la photosynthèse, le cycle de l'azote, c'est fabriquer des protéines avec des légumineuses, le cycle des coccinelles qui vont neutraliser les pucerons, les abeilles qui vont féconder les poiriers, qu'on a intérêt à ne pas détruire nos environnements, ni chez nous, ni là-bas, que c'est ça la solidarité internationale, qu'on puisse nourrir, et y compris, il y a des cultures alimentaires, il y a des coutumes alimentaires, il y a des appellations d'origine protégée, il y a des savoir-faire que nous avons tous intérêt à protéger, que les paysanneries andines ont le droit de manger du quinoa, riche en acides aminés essentiels, sans gluten, pourquoi pas ? Alors pour les paysans bretons d'une façon générale aujourd'hui, je pense leur situation à eux sur le marché mondial est absolument catastrophique. On leur a fait croire pendant longtemps que des poulets, bas de gamme, 40 jours, un peu moins même, élevés avec du maïs et du soja brésilien, exportés vers l'Arabie Saoudite, pouvaient être compétitifs avec des poulets brésiliens. Il est évident que c'était une farce. Cette farce, on le savait depuis 1992. On savait que ces exportations étaient maintenues à coup de subventions à l'exportation. Et on met fin à ces subventions à l'exportation en 2013. Et c'est la crise que vous connaissez, les abattoirs, tout ça se rachète par les uns et les autres. Mais on voit bien que c'est une impasse. On est un peu en train de faire croire aussi à des éleveurs bretons que, et d'ailleurs, on dit c'est les Chinois qui investissent dans des tours de déshydratation à Carhaix, que nous allons donc produire de la poudre de lait parce qu'elle sera de qualité pour abreuver les Chinois de notre poudre de lait. On oublie de dire aux éleveurs bretons que les Chinois investissent aussi en Irlande, ils investissent aussi en Uruguay, ils investissent aussi en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire ils testent les différents producteurs laitiers sur le marché mondial dans plusieurs endroits, et ils choisiront évidemment le plus compétitif. Et pensez un seul instant que des gens qui aujourd'hui entre 60 et même peut-être, pour les plus grands, vraiment plus grands, 120 vaches, 2 robots de traite et autres, pensez que leur poudre de lait pourra être un jour compétitive avec des fermes des 1000 vaches qui existent déjà en République tchèque, qui existent déjà en Allemagne de l'Est, et leur faire penser que pour la poudre de lait, ils pourraient être compétitifs, c'est une énorme farce. Et il est clair que c'est de nouveau une impasse. Si vous voulez que je vous tienne un discours un peu comparable avec les cochons élevés avec du maïs et du soja brésilien et autres, et dire aujourd'hui à des éleveurs, mais alors qu'est-ce qui vous reste? Est-ce que vous aurez une appellation d'origine protégée? Un cidre? Un pommeau? Non, il n'y a plus d'autre issue pour les éleveurs bretons que de passer au bio, que d'essayer de trouver très vite un label. On ne construit pas une appellation d'origine contrôlée, appellation d'origine protégée. Ça ne se construit pas en 10 ans. C'est un camembert de Normandie, c'est le produit d'un long savoir-faire fromage au lait cru, pendant très longtemps. Donc la seule issue pour des éleveurs bretons aujourd'hui, c'est de passer assez vite, sauf que le passage au bio, c'est une transition quand même, on n'est pas labellisé avant les 3 ans de transformation, c'est de passer au bio. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre discours
que de dire il vous faudra rediversifier les rotations, les assolements, repasser sans doute un élevage à l'herbe, avoir un lait riche en oméga 3, donc ne plus trop compter sur ni le maïs, l'ensilage de maïs, ni sur le soja importé, et donc avoir des systèmes qui leur paraît beaucoup, pour beaucoup ça paraît comme un retour en arrière. Pas du tout. Hein. Le vrai progrès désormais, c'est la qualité. C'est la qualité sanitaire, c'est la qualité, la richesse en oméga 3, c'est la qualité fromagère le jour où on veut faire du fromage. Et ça, c'est très difficilement compréhensible pour des agriculteurs qui se sont endettés, qui aujourd'hui, pour être compétitifs, se lancent dans la course au robot de traite. Mais le robot de traite, c'est quand même un endettement pour pas mal d'années. Et quand ils vont découvrir que, au prix du lait, surtout depuis qu'on a supprimé les quotas laitiers, il va être difficile de rembourser les emprunts. Si je commence à leur dire, ce serait bien de diversifier vos rotations, de faire quelques petits nouveaux investissements pour de nouvelles cultures, c'est à peine audible. C'est-à-dire, c'est même insupportable à entendre. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des éleveurs bretons sont parfaitement conscients qu'ils sont dans une impasse. On les a quand même un peu entretenus, il faut être honnête, dans l'idée qu'ils pourraient être compétitifs, c'est-à-dire qu'ils découvrent trop tard qu'ils sont dans une impasse, mais le discours est le seul valable, qui est de dire qu'il va falloir occasionner une vraie révolution technique, c'est-à-dire ce n'est pas à mettre des rustines maintenant à tous les problèmes qui sont les leurs, mais à changer de système de production. Si ça n'est pas accompagné par une politique volontariste dans ce sens, c'est absolument vain. Alors, on ne manque pas d'outils, puisque quand même, la politique agricole commune, alors là je parle pour la France entière, au-delà de la seule Bretagne, mais c'est quand même 9 milliards d'euros qui retournent régulièrement à entre un peu plus de 300 000 agriculteurs. 9 milliards d'euros tous les ans dans le premier pilier de la politique agricole commune, c'est pas rien tous les ans. Redonner à ces subventions un caractère incitatif. Ma proposition serait que pour une part, précisément ça finance l'alimentation bio dans la restauration collective. Je pense en particulier évidemment les écoles primaires, les collèges, les lycées, parce que c'est là où quand même l'exposition aux perturbateurs endocriniens risque de se traduire par une maladie de Parkinson 10 ans plus précoce que pour les gens de ma génération. Donc une alimentation bio pour les jeunes dont ça me paraît absolument indispensable. Le surcoût du bio serait payé par les subventions de la politique agricole commune et non pas par les parents d'élèves. Et les producteurs à proximité de cette restauration collective auraient l'assurance d'un marché rémunérateur et de volume croissant. Et sur un espace de 5-6 ans, par exemple, on pourrait garantir, sur les 9 milliards d'euros, 1,6 milliard seulement serait nécessaire pour que tous les repas hors domicile en restauration collective, évidemment les établissements d'enseignement, les EHPAD, ça c'est parce que j'ai des cheveux blancs, mais les cantines d'entreprise fréquentées quand même plutôt par les couches modestes, les ouvriers n'auraient pas à payer plus, ils auraient un bon repas bio garanti et les agriculteurs à proximité auraient l'assurance d'un prix rémunérateur. Inutile de vous dire que le changement de notre agriculture commencerait, on peut penser progressif, faire ça sur 5-6 ans. Et le reste des subventions, ça pourrait être des rémunérations environnementales, préalablement négociées, par la voie contractuelle. Ça veut dire que les subventions de la politique agricole commune passeraient par les régions. On pourrait faire ainsi, pour les subventions restantes, une fois la restauration collective, faire des rémunérations environnementales. On négocierait préalablement avec les agriculteurs. Vous mettez des haies à héberger coccinelles, ça nous évite de pesticides, je vous paye. Vous mettez des légumineuses dans vos rotations, vos assolements, ça nous permet de produire en France des protéines végétales pour l'alimentation humaine ou animale. Ça nous évite des importations de soja et tourteaux de soja. Et puis ça nous évite aussi des importations de gaz naturel russe ou norvégien pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, pour fertiliser avec des engrais azotés de synthèse les cultures qui vont suivre la prairie temporaire. Avec cette prairie temporaire, ça nous évite ces importations. La ferme France s'enrichit, écoutez, vous rendez service, je vous paye. Donc on pourrait vous faites du zéro labour, vous ressuscitez les vers de terre, ça séquestre du carbone dans l'humus des sols, ça nous évite de l'érosion et autres. Écoutez, je vous paye. Et si on pouvait faire en sorte que les agriculteurs, plutôt que d'être subventionnés, d'être aidés, comme on dit, et d'être considérés comme des mendiants, on vous donne des subventions et avec ça vous faites des algues vertes sur le littoral breton, d'avoir au contraire
des agriculteurs droits dans leurs bottes, bien rémunérés parce qu'ils font un produit bio, parce qu'ils font un produit de terroir, parce qu'ils font des services environnementaux d'intérêt général, ils rendent service à la nation. Vous aurez des agriculteurs droits dans leurs bottes, je peux vous assurer que très vite, ils modifieraient leur système de production. Quand il s'agit de l'agriculture et de s'adapter au réchauffement climatique et aux considérations aujourd'hui, je reviens à un vieil adage paysan, ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier, c'est-à-dire diversifier les systèmes de production et pratiquer des systèmes de production résilients. Et quand je cherche une expression qui m'est très forte sur les grandes transformations que nous devons mener à l'échelle internationale pour que le monde devienne meilleur, je dis doucement, on est pressé.